Eh bien, je vous propose donc de commencer cette séance du Conseil municipal, sachant que donc j'ai un certain nombre de procurations de vote qui me sont parvenues. Monsieur Benoît Rivet donne pouvoir jusqu'à son arrivée à Madame Geneviève Gosselin. Monsieur Michel Louiset me donne pouvoir. Madame Emmanuelle Duclos donne pouvoir à Monsieur Pierre Chetart. Pardon ? Sautert. Ok, on essaiera de respecter la prononciation à la française. Madame Aline Le Barbanchon donne pouvoir à Ralph Le Jantel et David Marguerite donne pouvoir à Fabrice Huette. Nous allons donc commencer notre ordre du jour, mais avant cela, vous avez donc un vœu qui vous a été déposé sur vos tables. Ce vœu, il est déposé par les groupes Ensemble pour demain et La Gauche debout. Il concerne ce qu'on appelle le partenariat transatlantique. Alors c'est un dossier dont on entend parler, je veux dire, de façon un peu plus vive depuis quelques semaines. Ce traité, il vise à organiser une zone de libre-échange entre les USA et l'Europe. Il se déroule dans des conditions un petit peu particulières. Alors c'est vrai que l'actualité, des élections européennes a permis, d'ouvrir un peu d'une certaine façon le débat. Il faut que vous sachiez, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de la pertinence d'un vœu dans un conseil municipal, mais qu'il y a des incidences par rapport aux collectivités locales, et c'est bien pour ça, c'est bien compte tenu de cet intérêt local que le conseil municipal sera amené à s'exprimer sur le vœu qu'il vous est proposé. Et je laisse donc la parole aux groupes politiques qui ont fait la demande, donc à Sébastien Fagnan pour la liste Ensemble pour demain, pour présenter le vœu en question. Il faut que tu appuies. Voilà. Très bien, merci Monsieur le maire. Donc en effet, les groupes Ensemble pour demain et La Gauche debout, donc à la demande de ce dernier, ont souhaité présenter aux membres de cette table assemblée un vœu relatif au traité transatlantique. Donc la Commission européenne, mandatée par les 28 États membres de l'Union, mène depuis le mois de juin 2013 des négociations avec les États-Unis afin de créer une vaste zone de libre-échange en abaissant les barrières tarifaires et en harmonisant les normes environnementales, sociales, juridiques entre les deux zones commerciales. À ce jour, alors que les négociations ont cours depuis maintenant plusieurs mois, les citoyens européens ne disposent d'aucune information sur cet accord dont les éventuels champs d'application nourrissent des craintes légitimes. Parmi celles-ci, Monsieur le maire l'a rappelé, l'article 4 de l'accord relatif aux collectivités locales et l'obligation pour ces dernières d'appliquer à tous les niveaux de gouvernance les dispositions du futur traité, et cela implique potentiellement des conséquences majeures. Localement, nous pouvons légitimement nous interroger sur l'avenir des régies publiques. Ainsi, nous souhaitons, par ce vœu, le respect des normes juridiques européennes par le refus de l'introduction d'un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et qui autoriserait les multinationales à contester en justice des décisions prises par les États. Je prendrai simplement un exemple. L'entreprise Philip Morris a récemment attaqué le gouvernement australien pour sa politique de prévention contre les méfaits du tabagisme. Nous exigeons également la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle, mais aussi des libertés personnelles. Les révélations du programme de surveillance de la NSA, PRISM, l'année dernière, confortent la nécessité d'exigences fortes en matière de respect des libertés et des données personnelles des citoyens européens. Nous demandons à ce que l'objectif de réduction des barrières non tarifaires ne remette pas en cause les préférences collectives des Européens, notamment en matière d'éthique, de travail, de santé, de sécurité environnementale et alimentaire. La remise en cause de ces préférences collectives serait fortement préjudiciable aux produits de nos territoires dont les qualités et les savoir-faire sont unanimement reconnus. L'opacité démocratique des négociations, due à l'absence de débat public et de publication des textes relatifs à ces mêmes négociations, l'absence de garanties claires et fermes sur des secteurs stratégiques, à l'image de l'agroalimentaire ou de l'industrie, sont autant d'éléments nous amenant à prendre position sur les négociations en cours du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Le texte que nous vous proposons aujourd'hui est donc né d'un constat commun, celui de la volonté de protéger les intérêts des citoyens, des consommateurs et des travailleurs de l'Union européenne, notre modèle social et ses services publics, l'action des collectivités locales et de porter des exigences environnementales, juridiques et sanitaires fortes. Je vous remercie donc pour les suffrages favorables que vous voudrez bien porter à ce texte. Merci. Okay.
Une demande de parole dans l'ordre, M. Lejamtel, et après M. Sautert. Et pardon, et après, d'accord. Ok, alors, M. Lejamtel. Oui, donc on se réjouit évidemment de ce vœu, d'autant plus que notre groupe en est à l'initiative, donc on remercie le groupe Ensemble pour demain d'avoir accepté ce travail en commun et pour aboutir à ce texte effectivement très important par rapport à sa portée politique et symbolique. Les 5 points qui sont résumés à la fin du vœu sont importants et évidemment notamment le dernier puisqu'il consiste à déclarer la ville de Cherbourg-Octeville en zone hors partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Donc c'est effectivement un acte politique fort dont nous nous réjouissons. Sébastien Fagnan a rappelé le problème posé par le respect des données individuelles au niveau des écoutes révélées par Edward Snowden. En 2009, un secrétaire d'État américain remerciait le général Alexander qui était chef de la NSA, pour ses précieuses informations alors qu'il se trouvait justement dans une négociation d'accord économique. Donc on a parlé effectivement des libertés individuelles par rapport à la confidentialité, mais si on se place sur un plan plus économique, on voit un peu le caractère... Ça passe pas bien ? Si. Oui, on voit par rapport à ce sujet-là un petit peu les arrière-pensées qu'il peut y avoir, et c'est plus que des arrière-pensées, il y a des écoutes généralisées, et de manière publique, certains peuvent se réjouir publiquement d'avoir les informations de première main. Donc on voit mal comment ce type de négociation pourrait être d'une quelconque manière que ce soit gagnant-gagnant comme on l'entend parfois. D'autre part, le négociateur de la Commission européenne, qui est un Belge qui s'appelle Karel de Gucht. C'est un ultralibéral qui est presque... c'est un ultralibéral forcené, qui a été jusqu'à dire, lorsque l'audiovisuel a été mis en dehors du traité transatlantique, il a été jusqu'à dire que oui, mais c'était provisoire, quoi. Donc, même les rares domaines dans lesquels la négociation, normalement, ne doit pas... les rares domaines sur lesquels la négociation ne doit pas porter... le négociateur dit que de toute façon c'est provisoire. Et on se rappelle que M. Barroso, président de l'actuelle Commission européenne, a quand même eu le culot de dire que cette position de placer l'audiovisuel hors traité était réactionnaire. Il faut quand même bien prendre la mesure de ce genre d'intervention. D'autre part, on parle de l'audiovisuel qui est hors traité, mais donc on dit finalement les questions culturelles sont hors traité, mais tout ce qui est numérique n'est pas du tout hors traité. Voilà, donc effectivement, c'est un acte politique très important parce que le libre-échange généralisé et ce type d'accord, ce n'est pas du tout des perspectives de mieux-être. Toutes les normes sociales, les normes environnementales, les normes sanitaires pourraient être mises à bas. Et puis, pour donner un point qui est celui du différent possible entre les multinationales et les États, il faut savoir qu'il y a un accord du même ordre entre le Canada et les États-Unis, et le Mexique aussi. Il y a eu 30 contentieux contre l'État canadien, tous perdus par l'État canadien au bénéfice des multinationales. Plus de 2 millions d'emplois ont été perdus au Mexique et 700 000 emplois industriels ont été perdus aux États-Unis. Donc cette logique des firmes est totalement incompatible avec une logique démocratique et de ce point de vue-là, nous nous réjouissons de ce vœu. D'accord. Ok. Merci. Donc, Florence Lemonnier, non, il n'y a pas de Pierre Sautert. Dans l'ordre, c'était Pierre Sautert. Je peux rajouter un petit mot entre deux de complément. À la fois sur le pourquoi de la déclaration de la ville de Cherbourg-Octeville en zone hors partenariat transatlantique, je dirais que c'est un peu une mesure conservatoire. Je ferai résumer. Donc c'est vrai que quand on regarde les choses, l'objectif c'est bien de créer une zone de libre-échange pour soi-disant doper la croissance. Néanmoins, donc, ça génère des discussions à l'heure actuelle sur des convergences de normes qui peuvent susciter des inquiétudes. Il y a un autre point qui n'a pas été ou qui doit être évoqué également, c'est la délocalisation des tribunaux qui font les arbitrages, et habituellement les arbitrages étaient faits par le Conseil d'État
et on était dans une juridiction française maîtrisée, alors que là, ça devient un peu plus dangereux. Et puis enfin, le troisième point, bien évidemment, c'est, M. Le Jamtel le disait tout à l'heure, c'est un peu l'opacité, notamment ces négociations qui se passent plus ou moins à huis clos et qui aussi peuvent susciter des inquiétudes. Le fait que la ville de Cherbourg se déclare hors partenariat, c'est une façon conservatoire sur le plan juridique. Ça nous permet de nous protéger par rapport à l'avenir et de protéger nos délibérations. Je dois dire que ce n'est pas la première fois qu'on prend des décisions de ce genre. Dans un tout autre domaine, il y avait à un moment donné une tentative de traduction, d'interprétation des textes de la Commission européenne sur le fait que tout ce qui concernait la formation, et y compris l'insertion, devait être soumis, entre guillemets, à concurrence. Et on avait, nous, déclaré par des délibérations que ça s'intégrait à un service d'intérêt général européen. On a pris des délibérations un petit peu dans ce genre, qui étaient des délibérations qui permettaient justement de nous sécuriser juridiquement quand nous passons, nous, des conventions pour la mise en œuvre du plan local d'insertion par l'économique avec notamment la Maison de l'Emploi et de la Formation, qui est une association et qui n'est pas soumise au champ concurrentiel. Le fait de déclarer service d'intérêt général, pour nous, nous permettait de sécuriser nos délibérations juridiques. Voilà ce que je voulais dire avant de laisser la parole donc, à M. Seutert. Non, Madame Lemonnier. Alors, Madame Lemonnier. D'accord, merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, moi, je voulais simplement prendre la parole pour dire que depuis plusieurs mois, Europe Écologie Les Verts met l'accent sur la nécessité d'être très vigilant sur les conditions de ce nouvel accord transatlantique. Et que décliné pour notre commune, on peut effectivement s'interroger sur le devenir de certaines de nos pratiques. Par exemple, la mise en place du zéro phyto qui a contribué à l'attribution de la fleur d'or, un label prestigieux pour notre ville, ou encore les efforts des services de restauration scolaire qui essayent à chaque fois que c'est possible de privilégier les filières locales. Donc les impacts sur les collectivités territoriales interviendront à tous les niveaux, comme il était dit tout à l'heure, et c'est pourquoi Europe Écologie Les Verts a été à l'initiative d'une motion similaire à celle-ci au Conseil régional et qui a été adoptée le 24 avril dernier. Pour nous, élus d'Europe Écologie Les Verts de cette Assemblée, voter cette motion contribue à dénoncer les risques de ce type d'accord qui vise à imposer des contraintes qui sont plus liées à des intérêts privés qu'à la recherche de l'intérêt général. Et le tout construit en dehors de tout débat démocratique. C'est pourquoi nous voterons cette motion. OK. Merci, Madame Lemonnier. Monsieur Seutert. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais tout d'abord commencer par excuser l'absence de David Marguerite qui a été retenu pour la campagne des élections européennes et qui a bien entendu préparé ce conseil avec nous en qualité de président de notre groupe d'opposition. Alors en guise d'introduction et au nom de ce groupe, j'aimerais pouvoir évoquer certaines de nos préoccupations, Monsieur le maire, et j'aimerais pouvoir exiger de vous des réponses concrètes et point par point, puisque nous nous réservons le droit de demander des suspensions de séance dès lors que vos réponses seront jugées par notre groupe insatisfaisantes. Alors la première de notre préoccupation, voire même de notre indignation, concerne les horaires de ce conseil municipal. Alors il est vrai que pour la forme, une consultation écrite a été lancée pour nous demander nos préférences en termes d'horaires. Alors, de cette consultation, moi je retiens deux choses. Soit, Monsieur Houlgate, vous n'avez pas écouté l'avis de vos conseillers municipaux, puisque je ne peux penser une seule seconde que l'un d'entre nous ait demandé à ce que les conseils aient lieu à 14h30. Soit, votre majorité a demandé à l'unanimité la tenue des conseils à 14h30. Et dans ce cas-là, permettez-moi de remettre en cause leur capacité à pouvoir représenter les Cherbourgeois octevillais, puisque l'absence de contraintes professionnelles ne correspond à aucune des réalités, encore moins de celles que vivent nos concitoyens. Alors nous avons pris une décision très claire qui est la suivante. Si lors du prochain conseil municipal, vous décidez de maintenir le conseil à 14h30 et non à 18h ou 20h comme cela se fait dans de nombreuses villes à stature internationale, alors nous ne participerons pas au prochain conseil, et ce jusqu'à temps que vous déciderez de ne plus mépriser les Cherbourgeois octevillais qui travaillent.
Ma question, Monsieur Houllegatte, elle est la suivante, et elle est toute simple. Je voudrais savoir justement, est-ce que pour le prochain conseil municipal, vous maintiendrez cet horaire de 14h30 ? Mon deuxième point, pour poursuivre cette longue série d'indignations, je voudrais savoir ce qu'il en est de la sanction disciplinaire que vous avez dû prendre envers votre chauffeur, Monsieur Houllegatte. Ce tendre et passionné de nouvelles technologies, Monsieur Yassine Aïkassi, qui est-ce la peine d'en reparler, nous a insulté le président de notre groupe, David Marguerite, par l'intermédiaire d'un texto diffusé à une base tellement large que 3 de nos 39 colistiers l'ont reçu lors de la campagne. Alors, ma question, elle est la suivante, c'est est-ce que vous avez déterminé une sanction et vous en avez retenu une, et quelles en sont ces dispositions ? Mon troisième point concerne les élections européennes et la délicieuse idée de Monsieur le ministre de l'Intérieur de repousser de 18 à 20 heures la fermeture de nos bureaux. Alors, vous l'aurez compris, je ne suis pas anxieux à l'idée de repousser de 2 heures notre soirée électorale. Je suis tout simplement préoccupé par le coût engendré par l'absurdité de cette mesure au titre du déploiement et de la mobilisation d'agents municipaux à la tenue de bureaux de vote pendant 2 heures supplémentaires. Donc ma question, c'est de savoir, Monsieur Houllegatte, quel coût pour la commune va engendrer cette mesure. Et enfin, mon quatrième et dernier point prend cette fois la forme d'une inquiétude, et une inquiétude largement partagée quant à la situation économique délicate de Cherbourg, suspendue à la décision d'Alstom. Alors aujourd'hui, Monsieur Houllegatte, vos engagements semblent s'effondrer, ceux annoncés lors de votre campagne exclusivement tournée vers les EMR. Alors ma question, que répondez-vous aux Cherbourgeois octevillais, inquiets de revivre l'épisode Faship ? Car oui, Monsieur Houllegatte, nous aimerions que le vent puisse servir à alimenter nos éoliennes et non pas seulement vos propos de campagne. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre intervention donc, relatif aux vœux sur le partenariat transatlantique, ce qui montre bien votre intérêt. Donc moi, ce que je suppose sur le sujet, est-ce que vous... Non, je veux dire, ce que je souhaite... Vous avez posé 4 questions, j'y répondrai, mais chaque chose en son temps. Nous débattons en ce moment du vœu sur le partenariat transatlantique, donc avez-vous des éléments à apporter concernant ce dossier ? Alors je vous laisse la parole, et à partir de ce moment-là, donc on pourra traiter les choses dans l'ordre. Nous comptions intervenir au moment de cette délibération. Eh bien faites-le, puisque mais je peux la parole est au groupe politique. Donc, très bien, je le ferai d'ores et déjà pour vous dire qu'à 3 jours des élections européennes, on ne peut pas nous cautionner une alliance de façade entre 2 partis qui ne s'entendent pas, tout simplement. Et pour cette raison, on s'abstiendra. Ok. Bien, je vous remercie sur le fond. Donc, je propose de soumettre, s'il n'y a pas d'autres interventions sur ce sujet, je vous propose de soumettre donc ce vœu au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Alors, vous avez que les pouvoirs, vous êtes 9. 9 abstentions et donc vœu adopté. En ce qui concerne les différents points, moi, j'aimerais, je vais y répondre, hein, mais j'aimerais que dorénavant, quand il y a des questions, et c'est ce que je vous avais dit, c'est qu'on puisse, s'il y a des questions, notamment des questions écrites, que vous puissiez les transmettre avant, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Mais néanmoins, je vais vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse. En ce qui concerne les horaires du conseil municipal, vous m'avez posé la question. Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 27 juin à 14h30. Voilà, je vous en informe. Il aura lieu à 14h30. Nous avons consulté d'une certaine façon. Hein. Vous savez que et vous avez dû participer aux réunions d'information. Pour les personnes qui sont notamment salariées, il y a des possibilités d'avoir des disponibilités horaires pour assister aux séances du conseil municipal. Nous avons considéré que consacrer donc une après-midi à un conseil municipal, c'était aussi sain pour la démocratie. Vous savez, les conseils municipaux qui se déroulent à 20h le soir, parfois c'est un peu limite aussi. Hein. Donc nous, on donne du temps, je veux dire, on se met à partir de 14h30 et on a l'occasion de consacrer l'après-midi. Et ensuite, pour les personnes salariées qui déposent une disponibilité horaire, tant qu'à déposer une disponibilité horaire, il vaut mieux la déposer pour une demi-journée plutôt que pour une fraction de demi-journée, c'est jamais très simple.
Deuxième élément, je ne répondrai pas à votre question dans la mesure où, à l'heure actuelle, il y a un recours devant le tribunal administratif. Bon, moi, je ne conteste pas, je n'interviens pas tant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé. Donc, à partir de ce moment-là, j'attends avec sérénité la décision, les recommandations du tribunal administratif. Attention, je ne fais aucune déclaration par rapport à ça. Je dis, je ne fais aucune déclaration par rapport à ça. Vous avez déposé un recours sur ce point particulier, il n'y a pas que ce point particulier, devant le tribunal administratif. La procédure est en cours. Je ne fais aucune déclaration. Je me suis engagé à ne faire aucune déclaration pendant la procédure du tribunal administratif. Je ne vous dis pas à la sortie ce que je dirai et ce que je pense publiquement. Mais pour l'instant, je me tais et je garde mon sang-froid. En ce qui concerne le fait du passage à 20h, il y a une question, alors sans doute qu'elle a été au niveau national, c'est celui comment essayer de susciter l'engouement de nos concitoyens à ces élections européennes. Je sens, moi, personnellement, un certain frémissement, et d'ailleurs, il y a des débats qui sont passionnants à la télévision, qui sont peut-être à des heures tardives, qui fait qu'on se couche tard, mais néanmoins, ces débats sont passionnants, et je sens un certain engouement. Monsieur le ministre de l'Intérieur, et c'est tout à fait normal, donc peut-être se basant aussi sur des expériences antérieures, où tant qu'ils m'en souviennent, les bureaux de vote étaient même ouverts jusqu'à 22h. Un peu loin, 22h. 20h, moi, ça ne me choque pas, d'autant plus que la ville de Saint-Lô a trouvé cette ouverture, elle aussi, pertinente. Alors ensuite, quel est le coût ? Eh bien, on ne connaît pas à l'heure actuelle, on pourra l'estimer, on le donnera, on le publiera si vous le souhaitez. Quel est le coût de l'organisation des élections, quel est le coût de 2 heures supplémentaires, et on verra sans doute que c'est marginal, et moi je me félicite que la démocratie puisse s'exprimer et que la ville de Cherbourg-Octeville mette tout en œuvre pour que la participation soit maximum. En ce qui concerne Alstom, vous savez que les élus, notamment les élus locaux, mais il n'y a pas que les élus locaux, sont extrêmement mobilisés sur ce dossier. Nous avons été reçus, notamment avec Madame Geneviève Gosselin-Fleury, avec le président du Conseil général, le président du Conseil régional, par Monsieur Manuel Valls, le Premier ministre, lui-même, quand il s'est déplacé en compagnie du ministère de l'Intérieur dans le cadre de la préparation des cérémonies du 70e anniversaire. Nous avons fait part de notre souhait et nous avons une réponse qui est satisfaisante, si je peux dire. Le gouvernement est extrêmement attentif et sera extrêmement vigilant à ce que les engagements qui ont été pris par Alstom soient tenus, et de faire en sorte, et nous le sommes, je vais être un peu trivial, mais de faire en sorte que le Monopoly qui se déroule en ce moment ne se transforme pas en chamboule-tout. Et là-dessus, nous sommes extrêmement vigilants. Nous avons fait part, bien évidemment, à ce qui est légitime de nos inquiétudes, et de façon légitime, le gouvernement nous a répondu qu'il était extrêmement sensible à cette affaire et qu'il envisageait toutes les hypothèses. Et d'ailleurs, quand vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont envisagées, et même le gouvernement n'est pas resté insensible. Je parle sous le contrôle de Geneviève Gosselin-Fleury, puisque Monsieur le ministre Montebourg a lui-même pris très rapidement une mesure faisant que dans cette affaire, l'État serait incontournable en ce qui concerne, pour exprimer son point de vue. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, parce que j'estime qu'il ne faut pas, il faut aussi un peu de sérénité. Je pense qu'il faut un peu de sérénité, et à ce titre, je peux vous dire, puisqu'on avait aussi une réunion de travail ce matin avec monsieur le sous-préfet, disant que l'enquête publique, parce que vous savez qu'il y a eu un permis de construire qui a été délivré concernant la réalisation d'une usine de pales, et qu'à ce titre, au-delà du permis de construire, il y a également une enquête publique au titre de l'installation classée protection de l'environnement, et que cette enquête publique, elle se déroulerait comme c'était initialement prévu, c'est-à-dire dans le courant du mois de juin, pour permettre ensuite à l'État de continuer à travailler, à instruire le dossier. Donc il n'y a pas de retard, il y a peut-être un changement de portage à un moment donné, mais le dossier suit son cours et nous sommes confiants. Monsieur Le Gemtel. J'ai mal avec le micro. Par rapport au sujet d'Alstom, je trouve qu'il est instructif de regarder les task force, comme ils les appellent, mises en place par General Electric d'un côté et par Siemens de l'autre.
parce que le lobbying mis en place est très important et on retrouve beaucoup de cabinets d'avocats d'affaires, des banques, etc. Mais bon, ça c'est pour les interlocuteurs dont s'entourent General Electric et Siemens. Et on voit bien qu'il y a une forte perméabilité entre la fonction publique ou la fonction... Enfin, c'est-à-dire... On retrouve des personnes qui étaient dans un exercice du pouvoir, notamment l'ancien directeur de cabinet de François Fillon ou M. Fuchs, qui est un proche de Manuel Valls. Donc on s'aperçoit qu'au niveau entre les intérêts privés et les intérêts publics, les choses sont dans... Il y a une perméabilité qui est incroyable. Et par rapport à à tout ce qui est mis en place de la part de General Electric ou de Siemens, ce sont des moyens qui sont colossaux. Et quelque part, on a du mal à trouver l'esprit public dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la défense d'intérêts stratégiques qui concernent l'énergie ou qui concernent le transport, notre groupe se prononce effectivement pour que la solution retenue ne soit ni celle de General Electric, ni celle de Siemens. Et c'est vrai que le décret pris par Manuel Valls et par Arnaud Montebourg est un premier pas. Ça peut être un levier, mais ce levier-là, il faut l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire que sur certains secteurs d'activité, des investissements de protagonisme venant soit des États-Unis, soit de l'Allemagne, ne sont pas dans l'intérêt industriel ni de notre pays, ni par rapport à la transition énergétique et à ses enjeux en Europe. Il y a des possibilités de faire en sorte qu'Alstom reste dans le giron de l'État dans un premier temps, soit avec un livret épargne industrie, soit avec une participation d'État, en bonne et due forme, enfin, soit une nationalisation temporaire. Tout doit être mis en œuvre pour conserver Alstom et surtout pour que les orientations d'Alstom en matière de transport et en matière d'énergie soient mises au service de la transition énergétique et pas autre chose. Et il est évident que par rapport à ça, que ce soit General Electric qui donne auprès d'Areva la partie de l'éolien offshore ou que ce soit Siemens qui donne des parties qui concernent le transport, ça ne peut rassurer personne. Ce sont des logiques financières. La raison pour laquelle General Electric veut racheter la branche énergie d'Alstom, c'est parce qu'ils sont gorgés de liquidités dont ils ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent pas les rapatrier aux États-Unis parce qu'ils paieraient des impôts. Donc je veux dire par là que ces logiques d'acquisition n'ont rien à voir avec une logique industrielle. Et je trouve que, et on s'adresse comme on l'a fait lors d'une récente conférence de presse, au président de la communauté urbaine, M. Arrivé, et au maire, M. Houlgate, pour effectivement être clair sur une expression selon laquelle General Electric et Siemens ne sont pas la solution par rapport à Alstom. Oui, juste un élément. Moi aussi, j'appelle de mes voeux un plan C. Je souhaite que le plan C puisse aboutir, mais je veux dire, ce n'est pas dans ma capacité, ce n'est pas dans mon pouvoir, c'est des dossiers qui sont extrêmement complexes. Moi, ce qui m'importe, c'est que les engagements qui ont été pris par Alstom sur Cherbourg soient maintenus. Voilà, quel que soit le plan. Alors, bien évidemment, il faudra avoir des garanties sur le repreneur. Donc, il faudra que la puissance publique, quel que soit le plan A, B ou C, c'est vrai que le C offrirait de meilleures garanties. Même si on ne le connaît pas, on en entend parler. Néanmoins, ce qui m'importe, moi, c'est que les engagements qui ont été pris soient tenus. Le gouvernement s'y est d'une certaine façon engagé, à peser de tout son poids et à faire en sorte que ce soit le cas. Donc moi, j'ai confiance. Ceci dit, ça ne m'empêche pas, comme vous, de penser qu'il y a peut-être des solutions en tant que citoyen, même en tant que maire, qui pourraient être meilleures que d'autres. Mais là-dessus, ma marge de manœuvre, et je pense que les marges de manœuvre sont malheureusement quelque peu limitées. Voilà ce que je voulais dire sur ce dossier.